L'Amérique latine serait-elle de nouveau la chasse gardée des États-Unis ? Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump cherche à retrouver son influence sur ses voisins du Sud. Il identifie ses alliés, ses ennemis et ceux avec qui il peut négocier, car entre l'admiration de Nayib Bukele au Salvador et le bras de fer de Nicolás Maduro au Venezuela, ses relations avec les dirigeants d'Amérique latine révèlent aussi la division de tout un continent. Je suis Solène Alifa et vous écoutez Le Pari Latino de Trump, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 2, Lula et l'autonomie du Brésil. Un président qui n'est pas reconduit pour un deuxième mandat et qui conteste les résultats des élections, ses partisans qui se donnent rendez-vous sur les réseaux sociaux et s'introduisent violemment dans des lieux de pouvoir, le tout dans un grand pays du continent américain. À ces mots, chers auditeurs, vous avez certainement les images des émeutes du Capitole en 2021 qui vous viennent à l'esprit. Mais un scénario similaire s'est répété le 8 janvier 2023, après la défaite du président Jair Bolsonaro au Brésil et la victoire de son adversaire Lula. Habillés en jaune et vert aux couleurs du drapeau brésilien, les bolsonaristes forcent ce jour-là les barrières de sécurité pour atteindre la place des trois pouvoirs. La Cour suprême, le Congrès et même le palais présidentiel, ces trois hauts lieux de la politique brésilienne sont pris d'assaut. Pendant 3 heures, les manifestants cassent les vitres, aspergent les murs de peinture blanche et de slogans anti-Lula, saccagent le mobilier. Le Congrès est même inondé après l'activation d'un système anti-incendie. Les émeutiers réclament alors l'aide de l'armée pour empêcher Lula de revenir au pouvoir. Mais dans la soirée, le nouveau président parvient à reprendre le contrôle de la situation. Les forces de l'ordre évacuent les lieux et plus de 300 personnes sont interpellées. Le président américain de l'époque, Joe Biden, apporte alors tout son soutien à Lula, mais avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les relations avec ce dirigeant de gauche risquent d'être moins cordiales, car les deux hommes semblent s'opposer sur tous les plans. Pour évoquer la relation entre le Brésil de Lula et les États-Unis de Donald Trump, je retrouve en studio Axel Gilden du service Monde de l'Express. Bonjour Axel. Bonjour Solène. Avant de parler de Lula, Axel, je te propose qu'on regarde un petit peu en arrière. On l'a vu en introduction, l'insurrection au Brésil rappelle beaucoup celle du Capitole, mais Jair Bolsonaro et Donald Trump ont bien d'autres points communs. Comment s'est passée leur relation quand ils étaient tous les deux présidents ? Alors ils se ressemblent, ce sont un peu des alter ego en quelque sorte. Bolsonaro a été d'ailleurs surnommé le Trump des tropiques à l'époque. C'est un populiste, outrancier, il a une idéologie similaire, de très à droite. Et on peut maintenant ajouter aussi qu'ils ont un autre point commun, c'est la tentative d'assassinat pendant leur campagne, puisqu'ils en ont tous les deux été victimes. Bolsonaro a soutenu Trump la plupart du temps. Par exemple, en 2019, le Brésil a voté contre la levée de l'embargo américain sur Cuba à l'ONU. Et c'était une première pour le Brésil. Et c'est rare que des pays latino-américains soutiennent les États-Unis dans cette démarche. Bon, mais en même temps, il n'y a pas eu un alignement total entre le Brésil et les États-Unis. Le Brésil a continué, sous Bolsonaro, à entretenir des relations avec la Chine, parce qu'ils ont des relations tout simplement commerciale d'interdépendance très forte. Il y a aussi quelques différences, comme le fait que Bolsonaro vient d'un milieu modeste et c'est un militaire à l'origine. Donald Trump, lui, n'a pas fait son service militaire pour éviter, comme beaucoup d'autres Américains, d'être envoyés au Vietnam. Mais globalement, ils se ressemblent beaucoup et donc, par leur caractère et leur relation se passait plutôt bien, alors que Lula, lui, c'est tout l'inverse de Bolsonaro et donc de Donald Trump. Cette différence radicale entre Lula et Donald Trump, j'ai justement demandé à Gaspard Estrada, le politologue spécialiste de l'Amérique latine qui nous suit tout au long de cette série, de me la décrire. Lula, en soi, c'est un personnage de roman, compte tenu de sa propre histoire personnelle, un ouvrier métallurgiste qui a perdu son doigt, qui a perdu en travaillant dans une usine avec une tourneuse fraiseuse, qui a perdu sa femme et son enfant à l'hôpital, qui a été veuve 2 fois, qui a été un dirigeant syndical emprisonné, qui a créé un parti politique à la fin de la dictature militaire au Brésil en 1980, qui a été 3 fois candidat à la présidence de la République, qui a perdu ses 3 élections pour être élu président à la 4e tentative, donc en 2002.
qui a déjà gouverné le Brésil à 2 reprises, qui est sorti de son 2e mandat avec un taux de popularité de plus de 80%. Barack Obama qui disait que Lula était l'homme politique le plus populaire du monde. Et puis une chute avec des affaires de corruption, une condamnation. Il a été emprisonné pendant 580 jours. Puis la Cour suprême du Brésil décide de l'innocenter. D'abord de le libérer de prison, puis en 2021 de l'innocenter. Et en 2022, il a fait face donc à son rival d'extrême droite, l'ancien président Jair Bolsonaro. Et il a remporté ces élections de peu, avec moins de 2 points de différence, de 2 millions de voix de différence. Axel, cette semaine, je le rappelle à nos auditeurs, on a imaginé une application de rencontre un peu spéciale. Elle permettrait à Donald Trump d'identifier ses alliés et ses ennemis parmi les dirigeants latino-américains. On peut se douter, avec ce qu'on vient de décrire, que les 2 chefs d'État sont très peu compatibles. Tout à fait. Et d'ailleurs, Lula ne voulait pas que Donald Trump soit élu. Il l'avait déclaré publiquement. Il souhaitait la victoire électorale de Kamala Harris. Il l'a dit pendant la campagne. Et il espérait pouvoir continuer à collaborer avec les États-Unis, notamment sur des sujets environnementaux. Lula avait eu des différends avec Elon Musk. La plateforme X a été suspendue pendant 1 mois au Brésil en septembre 2024. Pleine campagne électorale. Ce qui était en cause, c'était la lutte contre la désinformation, car Musk avait refusé de supprimer des comptes ultra-conservateurs brésiliens. Et enfin, Lula avait peur aussi que la victoire de Trump redonne des forces aux bolsonaristes. Et ça n'a pas manqué d'ailleurs. Certains Brésiliens maintenant disent Milei 2023, Trump 2024, Bolsonaro 2026. Malgré toutes ces différences, l'application indique un point commun entre Trump et Lula, c'est leur relation avec la Russie de Vladimir Poutine. Lula était présent le 9 mai aux célébrations de la victoire de la Russie contre le nazisme, en compagnie d'autres dirigeants de pays en développement, du président chinois. Cela a pu surprendre en Europe, mais le point de vue de Brasilia fait dire que voilà, le Brésil cherche justement dans cette volonté d'équilibre et d'autonomie stratégique, eh bien le Brésil doit dialoguer avec toutes les puissances, soient-elles de régime autoritaire ou démocratique. Et donc, de ce point de vue-là, voilà, le Brésil dialogue avec la Chine, elle dialogue avec les États-Unis et elle dialogue aussi avec la Russie. Lula a tout de même condamné l'invasion russe en Ukraine au nom du droit international, mais sa stratégie reste de composer avec tout le monde. Le président brésilien ne compte donc pas couper tous les liens avec les États-Unis, mais il essaye néanmoins de se rapprocher d'autres partenaires. La démocratie conquise aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale est un exemple de la meilleure gouvernance que nous avons connue depuis 70 ans. Mais Trump, par sa façon d'agir, essaye de se poser en empereur du monde. Je souhaite sincèrement que le président Trump prenne en compte la nécessité de respecter la souveraineté de chaque pays. Depuis le retour de Donald Trump à la tête des États-Unis, Lula ne mâche pas ses mots quand il s'agit de critiquer son homologue américain. Axel, il y a donc une vraie rivalité entre les 2 hommes ? Oui, alors Lula prend moins de précautions que d'autres dirigeants. Leur point commun, c'est que c'était quand même 2 personnalités mondiales. Il faut se souvenir que Lula, quand il est arrivé sur la scène, et Gaspard Estrada en a parlé, c'est une énorme personnalité. Et Donald Trump, c'est aussi une énorme personnalité, donc il y a un choc des égos. Lula accuse Trump de se poser en empereur du monde, mais il y a aussi beaucoup d'autres exemples d'accusations. Il a qualifié, par exemple, de scène grotesque l'altercation que Trump a eue avec Zelensky dans le bureau ovale. Et quand Trump a parlé de son projet de Côte d'Azur pour Gaza, de Riviera pour Gaza, Lula a répondu la chose suivante: personne ne construit un bel endroit sur des milliers de cadavres de femmes et d'enfants. Donc il y va franco. Il a aussi dénoncé le retrait de l'accord de Paris. Et au sujet des droits de douane, la Chambre des députés du Brésil a adopté une loi de réciprocité début avril qui autorise le gouvernement brésilien à répondre à toute attaque commerciale.
Bref, le président brésilien est à peu près en désaccord avec tout ce que fait Trump et il le fait savoir. Et s'il se permet d'être plus frontal que d'autres dirigeants, et notamment que la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, dont on a parlé hier, c'est aussi parce que les liens économiques entre les deux pays sont beaucoup moins forts. La matrice économique brésilienne, elle est beaucoup plus diversifiée que le cas du Mexique. Pour le rappeler quelques chiffres, voilà, le Mexique, c'est que plus de 90% des échanges internationaux du Mexique se font avec les États-Unis. Dans le cas du Brésil, cette matrice, elle est beaucoup plus diversifiée, où la Chine est le premier partenaire commercial de Brasilia, suivi par les États-Unis, par l'Argentine. Et si on rassemble l'Europe est aussi un partenaire économique de choix. Le Brésil a donc noué des liens privilégiés avec Pékin. Axel, comment ça se manifeste concrètement ? Tout d'abord, Pékin et Brasilia, et ainsi que Moscou, font partie depuis longtemps du même groupe de pays, les BRICS. Mmh. Et les relations entre le Brésil et la Chine vont dans les deux sens. Le Brésil exporte beaucoup de produits agricoles à la Chine, notamment du soja, soja dont la Chine a besoin. La Chine, elle, envoie des produits manufacturés et des automobiles au Brésil. Pékin a aussi installé des infrastructures et des usines et construit des stades au Brésil. Et plus récemment, la visite d'État de Lula à Pékin en novembre 2024 a donné lieu à la signature de 37 accords bilatéraux. Et à la même époque, un accord de collaboration a été signé entre la société de télécommunications publique Télébras et le groupe chinois SpaceSail pour un service d'Internet par satellite dans les zones isolées. Et l'objectif, devinez quoi, c'est de concurrencer Starlink qui appartient à Elon Musk. Malgré ce rapprochement mis en scène lors de la visite d'État de Lula, le président brésilien reste prudent dans sa relation avec la Chine, comme le détaille le politologue Gaspar Estrada. Il est clair qu'aujourd'hui, la relation entre la Chine et le Brésil est une relation structurante pour Brasilia. Néanmoins, le Brésil tient à maintenir une forme d'autonomie. Par exemple, le Brésil, contrairement à 21 pays d'Amérique latine, n'a pas adhéré aux routes de la soie, le principal projet de politique étrangère chinois. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas montrer un choix, une préférence qui pourrait placer Brasilia dans une position de porte-à-faux vis-à-vis de Washington ou des capitales européennes. C'est aussi la raison pour laquelle le Brésil mise beaucoup sur la ratification et l'entrée en vigueur de l'accord entre le Mercosur et l'Union européenne, justement pour éviter d'être pris en tenaille par la rivalité stratégique sino-américaine. Et donc de ce point de vue-là, il est très important pour le Brésil de se rapprocher de la France, de l'Espagne. D'ailleurs, c'était le sens de la visite d'État du président Lula à Paris il y a quelques jours. C'était justement pour affirmer cette volonté d'échapper à cette compétition et de devoir choisir entre Washington ou Pékin. Sur notre application de rencontre imaginaire, Lula ne recherche donc pas un seul allié, mais multiplie les relations économiques et diplomatiques pour gagner l'indépendance de son pays. Et pendant ce temps, Pékin tente de séduire tous les pays de la région qui se méfient du retour de Donald Trump. Le 13 mai dernier, Pékin recevait les 33 dirigeants de l'organisation régionale du CELAC, la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes. Axel, que recherche la Chine avec ce genre d'événement ? Alors, la Chine, qui est lancée dans une opération, disons, de pénétration commerciale avant tout dans toute l'Amérique latine depuis le début du siècle, espère tirer parti de la guerre commerciale lancée par Trump au reste du monde. En dehors du Brésil, il y a beaucoup de pays d'Amérique latine qui cherchent eux aussi à réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. Donc la Chine, elle, place ses pions. Et ça a des conséquences donc un peu partout. Le Colombien Gustavo Petro, par exemple, a annoncé lors de ce forum rejoindre le programme des nouvelles routes de la soie. Lui, évidemment, Gustavo Petro est particulièrement anti-américain, étant un ancien guérillero d'extrême gauche. Et la Chine, elle, a promis d'augmenter ses importations et d'investir encore davantage dans ces pays qui, très souvent, en ont véritablement besoin, quoi. Et cet intérêt de la Chine pour l'Amérique latine ne date pas du retour de Donald Trump. Axel, tu étais venu nous en parler en studio en janvier 2022.
En Amérique latine, la présence est considérable. Par exemple, la Chine possède des participations ou possède complètement au contrôle des ports, 40 ports sur toutes les côtes de l'océan Pacifique, les côtes de l'océan Atlantique, à l'entrée du canal de Panama, qui est un endroit hautement stratégique, dans la mer des Caraïbes et en Amérique centrale. La Chine a construit et contrôle des barrages. Elle a investi bien sûr dans les routes et les autoroutes. La Chine vient chercher tout ce qu'elle n'a pas, parce que la Chine n'a pas gagné à la loterie des matières premières. La Chine vient chercher donc ce qu'elle ne possède pas. Alors l'Amérique latine a du soja, beaucoup, des produits agricoles, du minerai et de l'énergie, du pétrole. Et donc, 3 ans plus tard, l'Amérique latine reste une région essentielle pour Pékin, comme nous l'a expliqué Gaspard Estrada. Pour la Chine, l'Amérique latine est une région du monde extrêmement importante parce que ça lui permet de se projeter dans une région du monde qui était traditionnellement perçue comme la chasse gardée des États-Unis. D'abord parce qu'il s'agit d'un très grand marché, 500 millions de consommateurs, parce qu'il s'agit aussi de beaucoup de voix aux Nations Unies. Et donc ça, alors que la Chine essaie de s'imposer dans les organisations onusiennes compte tenu du retrait américain. On l'a vu à l'OMS, on l'a vu dans le siège des Nations Unies. Et donc, pour la Chine, avoir des relations avec les pays latino-américains, c'est aussi une manière d'asseoir son multilatéralisme. Et aussi, c'est une volonté de promouvoir sa propre vision des relations internationales. C'est pour ça la Chine développe d'autres mécanismes alternatifs au système onusien et des mécanismes qui lui sont propres. Et notamment cette initiative des routes de la soie. Pékin continue donc à tisser sa toile en Amérique du Sud, mais pour autant, Lula ne se range pas derrière la Chine. Il espère surtout que le retour au pouvoir du président américain fera pencher l'équilibre du monde en faveur des pays du Sud. C'est quelqu'un très engagé sur ces questions de diplomatie et d'échange de Sud-Sud, pleinement engagé dans la constitution des BRICS, donc l'alliance des pays Brésil, Russie, Chine, maintenant ils sont plus de 11. Il y a un autre format dont on parle peu, mais qui me semble qui est aussi important, c'est le format IBAS, qui a été créé en 2003 par le président Lula, qui rassemble le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, et qui, me semble-t-il, est un format qui pourrait être davantage exploité, puisqu'à la base il s'agit de 3 démocraties des pays du Sud, de 3 continents différents, et qui n'ont pas une vocation antagoniste, plus que la Chine ou la Russie, qui elles ont un agenda un peu de dépassement de l'ordre international post-1945 qui est beaucoup plus affirmé. Néanmoins, il est clair que le président Lula a au cœur de son message la construction d'un monde beaucoup plus, horizontal dans le sens des relations internationales, et où le multilatéralisme serait réformé. Je pense notamment à la vieille demande brésilienne de réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'inclusion du Brésil en tant que membre permanent de ce Conseil. Axel, on a en fait l'impression que du Brésil à la Chine, en passant par d'autres pays d'Amérique latine, chacun espère tirer profit à sa façon de la situation politique des États-Unis. Oui, Lula espère que la méfiance envers Donald Trump va faire pencher la balance en faveur des pays du Sud. Il veut maintenir tout de même des liens économiques avec les États-Unis, surtout que ça peut se faire en passant directement par les entreprises et pas par le gouvernement. C'est d'ailleurs la grande différence entre la Chine et les États-Unis. C'est que c'est le parti, en gros, c'est le parti communiste et Xi Jinping lui-même qui donne les grandes orientations économiques de son pays, tandis que les États-Unis, ce sont les businessmen eux-mêmes. Les investissements à l'étranger ne se décident pas à la Maison-Blanche. Et donc, la Chine y voit une façon de resserrer ses liens ou plutôt de les approfondir avec l'Amérique du Sud, même si pour certains pays dont les dirigeants sont plus proches de Trump, comme en Argentine ou au Salvador, il pourrait se passer l'inverse. N'en dis pas plus, Axel. Le Salvador et son président Nayib Bukele, c'est le sujet de notre podcast de demain et ce sera toujours avec toi. À demain. Pour retrouver toutes les analyses d'Axel Gilden sur l'Amérique latine et sur les États-Unis, rendez-vous sur le site du magazine l'express.fr. C'est là aussi que vous pouvez retrouver tous les épisodes de La Loupe dans l'onglet podcast. Ils sont aussi disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, par exemple Spotify ou Castbox. Le Paris Latino de Trump est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros et Sébastien Salis, avec Charlotte Baris et Emeline Dulliot.